Bonjour Valérie. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro 276. Mhm. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Ça va être très intéressant. Mhm. Et je rappelle toujours que cette investigation est faite par plusieurs départements, donc en plusieurs langues en même temps pour pouvoir investiguer sur le même sujet sans qu'il y ait une contamination, une pollution Mhm. d'informations. Mhm. Quand tu veux, on peut On y commencer. va. Bien. Alors, Ah, installe-toi et commence déjà par te détendre. Et tu inspires et tu expires calmement. À chaque expiration, tu te détends davantage. Ton esprit se vide. Tu es de plus en plus détendu. Continue d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Tout ton corps est relaxé, détendu. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Pendant ce temps, tu te connectes aux informations en relation à la pratique de la momification artificielle connue sous le nom de embaumement. Embaumement, pardon. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois. je vois une espèce de... comme un laboratoire avec une personne couchée et il y a quelqu'un qui tourne autour en fait. Enfin, qui applique, qui Oui, applique des produits et... très Ouais. bien. Quelle est l'origine, d'où vient la pratique de la momification et de l'embaumement? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. J'ai le mot Égypte qui me vient. Égypte. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? C'est en fait l'Égypte, c'est vraiment la partie ancienne même. Sur les civilisations qui étaient avant en Égypte, pas forcément les Égyptiens. Oui. Ouais. Pourquoi des différentes civilisations anciennes, même si éloignées géographiquement et culturellement, ont-elles pratiqué la momification des corps? Que perçois-tu à ce sujet? La première chose qui me vient, c'est par peur quelque part par peur de la fin de l'enveloppe Charlène, enfin, pour conserver le corps, tout simplement. Oui. Euh, c'est la seule chose qui me vient. Mhm. Très bien. Qu'arrive-t-il à la partie subliminale d'une personne embaumée? Embaumée? Elle a plus de mal à se détacher, d'après ce que Mm. je vois. Elle a plus de mal à réaliser que c'est fini. D'accord. Du coup, elle reste autour, en fait, avec comme une espèce de doute. Comme si on pouvait réactiver le corps. Oui. Tu as rajouté quelque chose? Non.
Observe maintenant ce qui arrive à la partie subliminale d'un corps qui est soumis à un processus naturel de momification. Apparemment, c'est différent parce qu'il y aurait ça s'inscrit plus dans une pratique d'un rituel justement de détachement. Oui. Donc, elle parvient à détacher plus facilement. Tout en suivant un certain, ouais, un certain ordre. Ouais. Ça accompagne même le processus de détachement. D'accord. Existe-t-il un lien entre la momification et la réincarnation? Oui, non ou partiellement? J'ai le mot croyance qui me vient spontanément. Croyance? Les personnes qui pratiquent la momification, ouais, c'est un peu comme s'ils conservaient le corps mm, pour au cas où ce serait possible. Mais dans les faits, c'est pas possible. Mais il y a une espèce de croyance autour de ça. Euh, Comme si à un moment, il y a le mot jugement dernier qui me vient, comme si à un moment donné, ce serait possible que les âmes, ou que les parties subliminales se réinvestissent ces corps et les réaniment. Mais c'est une croyance. Oui, je vois. Juste, mets en pause un instant, j'ai un petit bug avec. Alors, toujours en observant la réincarnation, tu as vu déjà un lien et dis-moi, tu vois d'autres liens et par rapport à la momification et la réincarnation? Non, Non? Ok. c'est vraiment une espèce de croyance, quoi. Parce que finalement, le corps, c'est la partie physique. Et il y a cette espèce de croyance qu'on pourrait relier les deux, mais pour l'éternité, la partie physique et la partie subliminale. Oui. Que s'est-il passé sur le plan métaphysique lors de la pratique de la momification par les anciens Égyptiens? Je vois comme si, enfin, j'ai une image où je vois plein de petits pots autour d'une personne qui est morte. Oui, Et c'est comme des pièces détachées. C'est ce qui me vient comme image, comme si c'était une machine avec les pièces détachées autour. oui. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Très bien. Alors, dans la pratique de la momification, les Égyptiens jetaient les cerveaux et laissaient le cœur. Cela implique quelque chose d'un point de vue métaphysique? Je sais pas, j'ai encore le mot croyance qui me vient en fait. Mm. Comme si le cœur était plus important parce que c'est lui qui donne le souffle de vie. Oui, Alors que le cerveau, c'est qu'un relais. d'accord. Très bien. Je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Toujours en observant ces moments justement dans lesquels il est laissé que le cœur et pas le cerveau. D'un point de vue métaphysique, tu vois une vraie relation ou ça reste inhérent uniquement à la croyance?
C'est vraiment uniquement la croyance. Mhm. Très bien. Parce que Oui. ça me montre le cœur comme comme une pompe, en fait, tu sais, qu'on peut redémarrer, en fait, en l'activant. Donc il y a toujours en cours cette croyance de pouvoir, réactiver le tout et le cœur serait le déclencheur pour réactiver. Mhm. Dans la croyance, Mmh. tu vois ça que dans la croyance ou tu le vois Que dans la que croyance. dans la croyance. D'accord. Très bien. Maintenant, dis-moi d'abord comment tu te sens observer tout ça. Très bien. Bien. Et cherche le moment dans lequel l'être humain a découvert cette pratique. Ce que je vois, c'est, les Européens l'ont découvert en découvrant je vois les pyramides, donc je pense qu'en découvrant des tombeaux en Égypte. Ça, Mm. c'est pour, cette partie, parce que j'ai aussi des infos par rapport à l'Amérique, du Sud, où pareil, en fait, c'est les Européens qui ont découvert des corps, momifiés, qui ont commencé à s'intéresser pour voir comment ça a été, fait. Mm. Les corps découverts par les Européens, c'était les corps embaumés par les Égyptiennes ou d'autres corps. Ça me dit pas que. Mm. D'accord. On va vraiment au moment au premier qui a été découvert et, et observe s'ils ont découvert un corps momifié artificiellement ou naturellement. En fait, j'ai l'image d'un corps qui a été momifié, mais pas c'est pas quelqu'un de vraiment important, enfin, je sais pas, un pharaon, un truc comme ça, c'est juste un corps qui a été, enfin, qu'on sait pas pourquoi il a été momifié, on va dire ça comme ça et ouais, C'était une momification naturelle? naturel, ouais. Oui, d'accord. Si tu observes, remontes le temps euh, à l'observation de la momification, donc tu Mmh mh. observes tous ces processus, euh, y a-t-il quelque chose qui a déclenché sa momification? Un phénomène naturel, donc quelque chose de chimique naturellement Je qui s'est produit naturellement? je vois un liquide, en fait. Je vois que le corps est mort et qu'il est effectivement comme plongé dans un liquide qui qui le pétrifierait presque, en fait. Oui. Quelle époque, plus ou moins J'ai je sais que- pas, ça me dit 200. Très bien. Et observe la partie subliminale de la personne momifiée. Mmh mh. Observe comment elle se comporte à partir de sa mort jusqu'au moment de la complète momification. Il est resté proche du corps, le temps qu'il se soit complètement, pétrifié. C'est le mot qui me vient et à ce moment-là, ça c'est la partie subliminale s'est détachée. Oui. Et quel est le comportement de ces corps énergétiques pendant tout ce processus? Je vois plein de vibrations, en fait.
Mhm. Et au fur et à mesure, les vibrations s'allongent, enfin se ralentissent, jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus rien, quoi. Mhm. C'est comme s'il n'était pas mort tout de suite, en fait, quelque part. Enfin, comme si Oui. ça avait mis un certain temps. Comme si comme si le fait que le processus a pris du temps, comme si certaines cellules avaient encore gardé une étincelle de vie. Mhm. Oui. Et avant qu'il ne soit enterré, et comment on peut dire, cette pause dans sa mort, le fait que les cellules soient encore, aient encore une étincelle était présent. Mhm. Oui. Ouais. A priori, c'est un corps qui était. En fait, je ne sais pas si c'était une mort accidentelle ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un corps qui n'a pas été retrouvé très rapidement. Il a été retrouvé une fois qu'il était vraiment dans ce stade-là, en fait. D'accord, donc il n'y a pas eu un Donc, enterrement. non. euh, je vois. Très bien. Alors, déconnecte de ce corps et cherche maintenant un corps qui a été, qui a une momification naturelle, mais qui a eu un enterrement, comme on l'entend nous aussi. Donc, avec une mort, l'enterrement et ensuite la momification. Mhm. Le mot enterrement, ça matche pas, en fait. J'ai vraiment un corps, en fait, Oui, qui est momifié et qui ensuite est mis dans un tombeau. Enfin, plutôt dans un sarcophage, mais pas enterré. Pas sous terre. oui. Et quelqu'un a travaillé sur le processus avant l'enterrement, a travaillé sur son corps avant l'enterrement. Oui, c'est un très long processus. Oui. Non, déconnecte de ça. Cherche quelqu'un qui a une momification naturelle. Dis-moi comment tu l'observes. Je sais pas, je vois un corps enveloppé avec des bandelettes. Oui, ça c'est artificiel. Hmm, Euh, observe comme si tu pouvais observer la planète de loin. C'est, observe, c'est un, un corps, comme si tu pouvais observer à travers un GPS. hmm, Cherche un corps qui est devenu une momie, mais de façon naturelle, avec les contacts avec les agents externes, que ce soit la Terre. mhm. Là, ça me ramène en Amérique du Sud. Mhm. Comment le vois-tu? Ça me dit Guyane. Euh, Bah là, je vois un corps recroquevillé dans une position dans la position du fœtus, Oui, qui du coup, bah, qui est momifié, quoi. oui. Et la partie subliminale de cette personne est toujours présente à côté de lui ou pas? Ça me dit que oui. Mhm. D'accord.
Il est décédé depuis très longtemps par rapport à notre temporalité? J'ai 3000. 3000. D'accord. Et va au moment du décès de cette personne Mhm. et, et observe. Et il a été enterré de façon normale ou avec un accompagnement particulier? A priori, c'est quelqu'un qui a été tué parce que puni. Mhm. J'ai l'information que c'est une femme. Oui, Et ça explique la position recroquevillée, en fait. d'accord. Très bien. Et comment réagit la partie subliminale au fait que son corps se conserve de cette façon, avec cette déshydratation? Il y a de la tristesse. C'est un mélange, en fait. Il y a de la tristesse et puis en même temps, il y a l'acceptation parce que c'était normal, en fait, que ça se passe comme ça, du moins à l'endroit où ça s'est passé, avec les règles qui régissaient. Il y a quand même de la tristesse, en fait. Oui. Et observe la phase dans laquelle, à partir de laquelle elle était enterrée et le comportement au niveau subliminal. Comment tu le vois par rapport au fait qu'il n'y a pas une décomposition mais une momification naturelle? Du coup, elle est restée attachée, en fait. Restée plus attachée au corps. Mhm. Il y a une plus grande difficulté de se détacher, de prendre du recul. Oui. Viens dans le présent, toujours en observant cette partie subliminale. Mhm. Est-elle toujours attachée à son corps, ou en tout cas certaine façon connectée à son corps physique? Mais il reste un lien. Mhm. Elle te voit? Oui. Oui. Bien. Comment réagir au fait qu'on soit là en train de l'observer? Si, il y a une part d'étonnement, mais Mhm. une part je sais pas, j'ai l'impression comme une espèce de soulagement aussi. Mhm. Bien. Est-elle d'accord qu'on discute un instant avec elle? Oui, Bien. Alors, a-t-elle envie de vivre ou ressentir quelque chose de différent par rapport à ce qu'elle est en train de faire? tout à fait. Bien. Alors, quel coupe ces liens? Elle n'est plus ce corps, elle est bien plus que ça. Elle a même la capacité, le pouvoir de créer tout ce qu'elle souhaite, que ce soit au niveau fréquentiel, que ce soit au niveau d'expérience. Mhm. Donc là, elle coupe ce lien avec ce corps qu'elle ne la représente plus. Mhm. Et elle ouvre pour elle-même un portail dans lequel elle y met tout ce qu'elle souhaite expérimenter. Et tu me dis ce qu'elle y met. Elle change complètement. Déjà, elle se déplie parce qu'elle avait une position un peu recroquevillée aussi. Mhm. Et maintenant, elle pose tout là et elle passe à complètement autre chose. Très bien. Et si c'est pas déjà fait, qu'elle se détache de tout ce qui est matériel, non seulement son corps, mais que ce soit des lieux, des objets. Elle se détache de tout Mhm. avec légèreté.
Et à partir de là, elle va pouvoir créer tout ce qu'elle souhaite, avec des belles fréquences de bien-être, de joie d'exister, d'amour pour elle, de confiance. Elle est libre. Mhm. Elle peut toujours être libre. Elle est bien là. Parfait. C'est complètement ouverte au niveau de la cage thoracique, en fait, comme si elle allait s'envoler, en fait, comme si elle allait, enfin, elle respire, quoi. Bien. Alors, on peut la laisser poursuivre et nous, on continue notre voyage. Mhm. Bien. Tu peux la remercier même. Mhm. Et toi, Valérie, déconnecte de cette femme Mhm. et on va observer euh, maintenant euh, les momies, des momies qui sont devenues momies de façon artificielle, donc avec le travail Mhm. euh, volontaire fait par quelqu'un. Mhm. Cherche la première qui vient, que tu captes. Que vois-tu? Toujours pareil, le corps, hein. Enfin, emballé, là, du coup. Oui, cette, euh, cette momie est décédée il y a longtemps par rapport à nous, J'ai 5000 ans. 5000 ans. Mhm. Hmm, très bien. Et où sommes-nous? En Afrique, Afrique? D'accord. Et y a-t-il une partie subliminale connectée à cette momie? non. Non? D'accord. Continue de l'observer et va observer le moment dans lequel il y a eu la préparation de ce corps. Mhm. Et, et dis-moi si pendant la préparation, il y avait la partie subliminale est restée près de son corps, près de la personne qui s'occupait de ça. J'ai l'information de oui, mais pas longtemps. Hmm. Qu'est-ce qui lui a permis de se détacher de son corps, sans rester connecté malgré le travail qui était fait La, sur elle? le rituel, enfin, un rituel qui a accompagné son départ et qui lui a permis de prendre conscience de sa mort, en fait, et du détachement. Je vois comme un intermédiaire, comme quelqu'un qui est entré en communication avec lui sur le plan subliminal et qui lui a donné l'information, qui l'a aidé à se Oui. détacher. Donc, euh, les personnes qui ont créé sa momie étaient au courant il y avait cette possibilité. Il fallait l'accompagner pour se détacher. A priori, c'était pas eux, non, euh, c'était une personne qui était proche de celui qui est mort, Hmm. qui a pris cette initiative, en fait. J'entends le mot promesse. C'était une promesse qui s'était faite que si l'un ou l'autre partait, qu'il ferait le nécessaire sur le plan subliminal pour accompagner dans l'au-delà, en fait. Oui, pour qu'il puisse se détacher de la matière. C'est ça. D'accord, bien. Et, et les personnes qui se sont occupées de la momification, quel était leur objectif? C'est le protocole normal. C'était une personne d'un certain rang. Hmm. Et donc c'était normal, on n'allait pas faire autrement. C'est, il y a aussi le côté tout simplement respect de la personne, du corps et tout ça. Oui.
Donc, il n'y avait pas l'intention de quelque chose à niveau subliminal ou autre. Mm. Non. C'était très bien. Déconnecte de ça Mm. et on va observer encore une momie. Euh, cherche dans le présent et dis-moi s'il existe ou si tu perçois quelqu'un qui est momifié et qui est dans le présent et est toujours connecté à son corps à cause de la momification. Ça me ramène en Mongolie. Oui, très bien. La partie subliminale que tu observes a été momifiée d'une façon artificielle, volontaire, Non, non? naturel. Et est-elle morte depuis longtemps? Non, c'est 20 ans. 20 ans? Mhm. Qu'est-ce qui a provoqué la momification de son corps? J'ai, je la visualise comme s'il était tombé au fond d'une faille, enfin, un endroit dans une montagne, Oui. et que du coup, entre les conditions de température et la composition de l'environnement de la roche, que ça, que ça aurait fait une espèce de réaction chimique. Mm. Oui, je vois. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il reste près de son corps? Non, c'est parce que euh, c'était un accident et du coup, il n'y a pas eu vraiment de prise de conscience il n'a pas pris conscience qu'il est mort. Mhm. Est-il à mesure d'observer et de voir son corps physique? Il me regarde d'un air un peu hébété. Non, je crois pas. D'accord. Et donc, il est dans cet état à cause de la surprise. Donc, Mm. il ne conçoit pas la mort. Il te voit. Mhm. Bien. Et dis-lui qu'il peut créer tout ce qu'il veut. Il est à mesure de concevoir ça, la création. J'ai un peu de mal parce que il regarde son corps là du coup et parce que lui il était encore dans la dynamique d'attendre qu'on vienne le secourir. Mais oui, ça y est. Oui. Il peut se secourir d'une façon différente. Mm. Ce corps, même s'il est bien conservé, ne lui sera plus utile, mais il va pouvoir expérimenter toutes les plus belles fréquences. Mhm. En fait, il me dit qu'il sait. Il sait. Il sait tout ça. C'est juste qu'il avait pas pris conscience que c'était fini. Mm. Alors, s'il sait tout ça, il peut, dès qu'il sera prêt, puisqu'il garde cette connaissance, il va Mhm. pouvoir créer pour lui toutes les plus belles conditions. Mhm. Et tu me dis comment, s'il le fait, comment il le fait. Il est parti en fait. Il a quitté ce rôle-là et puis il a ouvert un portail. Il est allé vers autre chose en fait. Parfait. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Mhm. Et alors, on a vu plutôt que la momification a été quelque part inventée par la peur de la faim pour conserver le corps. Mhm. Observe, capte cette peur, la peur de la faim, la peur de la mort. Comment tu
tu l'observes au moment dans lequel a été inventée la pratique de la momification. Il y a un attachement encore physique, en fait. Ce que je vois, c'est que c'est un moment où l'humain a finalement plus investi le côté physique, le côté matériel, en oubliant un peu plus le côté spirituel. Oui, Et du coup, la peur de perdre l'enveloppe physique et tout a grandi, quoi. comme si l'idée, la notion du fait qu'on est aussi autre chose que le corps physique avait abandonné ou été C'est absente à ça, ce moment-là. c'est ça. Et j'entends aussi que ces humains, du coup, ils ont perpétué une pratique qui était pratiquée par d'autres races avant. J'ai le côté reptile, en fait, enfin, le côté... Oui, et Et du coup, ils se sont dit qu'en faisant ça, c'est sûrement qu'il y avait une raison, enfin, pour quelque part accéder à l'immortalité, hein, comme les dieux. oui. La- le fait de conserver les corps pour accéder à l'immortalité, euh, selon eux, ce corps momifié, comment on aurait pu leur permettre l'immortalité? Est-ce que tu observes, surtout d'un point de vue énergétique? C'est comme pour garder la même image, en fait. Rester... ça me montre des photos. Oui, C'est comme ce qu'on fait avec les photos. C'est pour conserver l'image, une copie, que ça s'efface pas, pour que ça reste, pour rester aussi dans l'histoire quelque part, pour... oui. Pour laisser une trace du passage avec c'est ça. la même image comme ça. Oui, je vois. Mhm. Intéressant. Et, et alors, maintenant, déconnecte de ça et positionne-toi de nouveau en hauteur, comme si tu pouvais voir la planète dans sa totalité. Mhm. Et maintenant, chaque corps momifié tu vas l'observer comme un point brillant, comme si tu pouvais détecter avec ton observation chaque corps momifié. Est-ce que parmi ces corps, il y en a, sont-ils nombreux, ceux qui sont connectés à leur partie subliminale? Non, ça me dit qu'il y en a une petite quantité, 10%, c'est ça que ça me dit. Oui. Et le fait que leur partie subliminale, même s'ils sont pas très nombreux, soient toujours connectés à leur corps physique, Mhm. euh, crée une dissonance pour la vie terrestre ou pour même la vie, les fréquences terrestres autour d'eux ou pas. Si, si, complètement. Le champ vibratoire créé par leur proximité à leur corps est-il en mesure d'être perçu et ressenti par beaucoup? Ouais, je vois une espèce de champ, mm, quelque chose de très irrégulier, un gros trait noir très irrégulier, quelque
chose de pas agréable en fait. Oui. Quelqu'un profite de ça? J'entends gouvernant. Gouvernant? Mhm. D'accord. Comment ils s'y prennent? Comment ils s'y prennent pour profiter de ça? Ils savent qu'il y a des. Ils connaissent les endroits en fait Oui, où se trouvent ces momies et, et ils en profitent quelque part parce qu'ils savent que. Enfin, c'est comme si c'était des endroits stratégiques et ça les arrange. oui, très bien. Et maintenant, observe aussi si de temps en temps, il y en a quelqu'un qui se détache ou ceux qui sont là restent fixes. C'est difficile parce que c'est comme si je voyais une espèce de. Comme ils sont conscients, en fait, pour certains, que c'est là et que ça émet des mauvaises radiations, c'est comme s'ils plaçaient une coupe ou une coupole dessus pour surtout que ça reste comme ça, quoi. Oui, Pour, euh, pour empêcher de rentrer en contact avec ces parties subliminales-là oui. qui sont rattachées. C'est, et parmi toutes ces parties subliminales, il y en a quelques-unes qui est d'accord avec ce mouvement désharmonieux d'énergie ou, ou pas. Oui, mais elles sont pas nombreuses. Il y en a Oui, vraiment très peu. très La bien, plupart sont piégées. bien, très bien. Bien dans le présent. Et alors, je regarde encore une chose. Bien, on va juste transférer les informations pour que chaque partie subliminale parmi celles qui sont encore coincées ou attachées à leur propre momie, que ce soit Mhm, naturelle ou pas, mhm, puisse savoir qu'elle peut être libre. Transfère cette information et puis chacun va pouvoir les utiliser à son tour dès qu'elle sera prête. mhm. Je vois certaines coques qui éclatent comme une bulle qui éclate. Oui, Mhm, très bien. Et puis les autres vont pouvoir le faire à leur rythme, mhm, sans être forcés. Et j'ai plus de questions, et, sauf si tu veux dire quelque chose que tu vois de particulier. non. Bien. Alors, on commence les retours, Valérie, Mhm, et déconnecte du tout et de tous, complètement. Tu reviens à toi, dans ton corps, dans ton espace. Ressens la joie de te retrouver. Ressens ta propre énergie. Et tu choisis même la fréquence la plus agréable. Une, une belle fréquence de joie, de bonheur, de joie de vivre, de tout ce que tu souhaites ressentir pendant cette journée. Tu peux déjà porter même du mouvement. Ressens la vitalité de plus en plus présente. Tu mhm, ressens même le support sur lequel tu es allongé. Et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi mhm. dans le présent. Oh. C'est mieux Ouais. qu'une momie, hein. Oui, exactement. Comment tu te Ok, sens, Valérie? ça va.
Ça va bien, merci. Très bien. Alors, merci pour toutes les informations et je Mhm, vais couper l'enregistrement, mais ne mhm. quitte pas. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete,
Cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo
tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
poi anche molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.